Bienvenue à nouveau. Ceci est la quatrième partie de Crystal Clear Electronics 2, chapitre 20. Dans cette vidéo, nous allons utiliser notre programme d'exemple pour mesurer la consommation d'énergie du microcontrôleur dans différents états de fonctionnement. Au cours de l'expérience, nous parcourrons un menu cyclique et testerons à quelle fréquence d'horloge et dans quel mode d'énergie le contrôleur consomme le plus de puissance. Pour calculer la consommation d'énergie, nous devons mesurer le courant du microcontrôleur. Pour un panneau standard, comme le panneau noir du programme écrit, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. À l'aide de ce connecteur, qui a l'une des lignes d'alimentation déconnectées, nous pouvons connecter le multimètre en série avec le flux de courant et mesurer facilement la consommation totale de courant du panneau. Cependant, cela ne nous suffit pas, car ce qui nous intéresse, c'est la consommation d'énergie du microcontrôleur. Par conséquent, nous devons mesurer la consommation de base du panneau afin de pouvoir la comparer par la suite. Dans le cas du panneau noir, utilisé dans le programme écrit, la consommation de base comprend le courant des LED d'alimentation pour les alimentations 3, 3 et 5 volts, le courant du contrôleur à l'état de réinitialisation, divers courants de fuite, les pertes d'alimentation, ainsi que la consommation du circuit de mesure de la tension d'alimentation 5 volts présent sur le panneau. La consommation de tous les autres dispositifs et périphériques ne sera ajoutée que lorsqu'ils seront initialisés et utilisés. La consommation électrique de l'environnement du contrôleur peut être facilement déterminée, par exemple en le plaçant en mode veille, puisque seuls quelques registres alimentés s'ajoutent à la consommation du périphérique, de l'ordre de quelques microampères. Les données obtenues constituent donc une bonne référence pour les calculs ultérieurs. Par la suite, il suffira de soustraire la valeur calculée ici des résultats obtenus dans les différents cas de mesure pour obtenir une bonne approximation de la consommation électrique autonome du contrôleur. Lors de la mesure, assurez-vous que la carte n'est alimentée que via le multimètre. Par exemple, le programmateur ST-Link pour la région chinoise fournit 3 volts, donc s'il est connecté, la mesure sera faussée. La version destinée au marché mondial n'alimente pas le microcontrôleur via la broche 3 volts. Elle ne fait que surveiller la tension, ce qui introduit également une distorsion dans la mesure. Mais celle-ci est négligeable. Pour calculer la puissance, nous avons également besoin de la valeur de la tension d'alimentation, qui peut être facilement mesurée avec un multimètre, en veillant à ce que le sélecteur rotatif et le fil de mesure ne soient pas en position de mesure de courant. Nous devons prêter attention à de nombreux détails lors de l'utilisation du panneau noir. Oui, c'est plus simple avec la Nucleo. C'est pourquoi nous utilisons ce type dans les vidéos au lieu du panneau noir. Le microcontrôleur sur le panneau est alimenté via le cavalier marqué JP5. Vous pouvez facilement mesurer le courant du microcontrôleur en déconnectant le cavalier et en connectant le multimètre en mode mesure de courant. Pour cela, nous utilisons ce fil, dont une extrémité s'adapte au connecteur à broche et l'autre extrémité possède une fiche banane. Sur le panneau, le microcontrôleur fonctionne avec une tension d'alimentation de 3 volts, mais vous pouvez également mesurer la tension exacte de la ligne d'alimentation 3 volts pour vérifier la valeur. Notre montage sur la breadboard ne contient pour l'instant qu'un bouton poussoir et un afficheur. Le programme d'exemple fonctionne donc et s'utilise effectivement bien ainsi. Après un reset, le programme démarre en mode exécution. Appuyez sur le bouton poussoir pour naviguer entre les éléments du menu, dont les noms sont affichés sur l'écran OLED. Après avoir sélectionné un élément du menu, un court compte à rebours activera le mode décrit par l'élément de menu choisi. L'affichage est alors éteint. Pour passer à l'élément de menu suivant, il faut appuyer sur le bouton, sauf pour le mode veille, car dans ce cas, le microcontrôleur est réveillé par le minuteur de réveil RTC après 5 secondes. Les paramètres pouvant être sélectionnés dans le menu sont illustrés sur la figure. Nous avons la possibilité d'entrer dans les modes Run et Sleep à différentes fréquences d'horloge, ainsi que d'entrer dans les modes Stand-by et Stop. L'élément de menu pour le mode VBAT n'est pas affiché ni mesuré, car la consommation de courant du contrôleur dans ce mode est trop faible pour être mesurée avec précision. Essayons le programme que nous avons déjà téléchargé sur la Nucleo. Au premier élément du menu, nous entrerons en mode Run, avec une vitesse d'horloge de 25 MHz. Balès, s'il te plaît, mets le panneau sous tension. Ici, nous pouvons voir le titre du chapitre. Ensuite, nous entrons dans le mode Run, qui sera activé après le compte à rebours, puis nous pourrons lire la valeur sur le multimètre après un court processus de configuration. Là, comme je le vois, on approche de 13,86 mA. Ballas, appuie sur le bouton s'il te plaît.
Cela va nous amener au mode 50 MHz. Le compte à rebours recommence. Et cela correspond à environ 10x9, 9 mA de consommation électrique, ce qui est une valeur relativement faible et tout à fait acceptable pour ce type d'appareil. De la même manière, vous pouvez mesurer la consommation d'énergie dans d'autres modes. Nous l'avons déjà fait et les résultats pour les mode run sont représentés sur le graphique. Regardons cela de plus près. D'après notre mesure, il est clair que le choix de la fréquence d'horloge a un impact. Lorsque nous augmentons la fréquence d'horloge, la consommation de courant augmente également. Dans ce tableau, vous pouvez voir les valeurs jusqu'à présent, ainsi que les valeurs mesurées en mode veille, stand-by et arrêt. Les mesures confirment ce que nous avons dit dans les vidéos précédentes. Vous pouvez constater que le mode stand-by présente la consommation la plus faible, suivi du mode arrêt. Vient ensuite le mode veille, où la consommation d'énergie a été mesurée à 25 MHz et à une fréquence d'horloge de 168 MHz. En mode veille, seule l'horloge du processeur est désactivée. Les périphériques restent actifs et continuent de consommer de l'énergie. La mesure montre également une consommation d'énergie plus élevée à 168 MHz. Lorsque vous effectuez ces mesures chez vous, vous obtiendrez des valeurs de consommation légèrement différentes. Cela ne devrait pas vous surprendre, car la consommation réelle dépend de nombreux facteurs, comme la température ambiante et la température du cœur du microcontrôleur. Pour vérification, nous avons également consulté la partie pertinente de la fiche technique avant l'enregistrement et confirmé que nos mesures correspondaient aux valeurs typiques. La fiche technique indique également une différence de quelques milliampères selon les températures. Enfin, il est intéressant de noter que si vous regardez la consommation d'énergie en mode veille, vous ne voyez que 3 microampères, ce qui est 3 à 4 ordres de grandeur inférieurs aux autres modes. Donc, si vous avez la possibilité d'utiliser ce mode, par exemple dans un appareil alimenté par batterie, vous pouvez considérablement augmenter l'autonomie de votre appareil. Quoi qu'il en soit, cette consommation de 3 microampères ne changera pas beaucoup non plus à d'autres températures. Après avoir examiné les données, passons à un autre sujet. Dans de nombreux domaines de développement, il y a une forte volonté de minimiser la consommation d'énergie de leurs appareils afin d'augmenter leur autonomie. Cela augmentera également la durée de vie de chaque appareil, car, par exemple, une source d'alimentation par batterie subira moins de cycles de charge et de décharge et sera donc moins sujette à la dégradation au fil du temps. À titre d'exemple, discutons de quelques domaines où ces aspects sont importants. Les appareils portables représentent un domaine d'application à la fois intéressant et complexe. Comme le suggère le nom de cette catégorie, nous y incluons des produits alimentés par batterie. Parmi les exemples, on trouve les montres, les trackers de mouvement ou bracelets connectés, et les dispositifs qui surveillent divers paramètres de santé. Quelques exemples de cela sont les thermomètres intelligents, les ECG, les oxymètres de poules et les glucomètres connectés. Il existe des outils de développement qui nous déchargent de la conception matérielle, de la miniaturisation et de l'encapsulation. Une fois l'idée née, il peut être extrêmement utile de commencer à expérimenter et à acquérir de l'expérience sur une plateforme matérielle fiable, surtout lorsque du code d'exemple est facilement disponible. Hexaware est une telle plateforme open source. Un besoin spécifique pour les équipements utilisés en agriculture est qu'ils doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, telles que des températures, une humidité et une concentration de particules extrêmes. Les composants du circuit et leur boîtier doivent être choisis en fonction de ces conditions, afin d'assurer une étanchéité adéquate. Un boîtier mal étanche peut facilement être pénétré par la poussière et la vapeur d'eau. Même un boîtier étanche peut accumuler de la poussière, car la différence de température entre le jour et la nuit provoque également un changement de pression de l'air. Si les joints ne sont pas hermétiques, cela peut amener le boîtier à aspirer de l'air poussiéreux. Un bon exemple d'enregistreur de données agricoles est une sonde installée dans un champ. Comme ils sont généralement alimentés par batterie, il est important de les rendre aussi économes en énergie que possible, mais en même temps, nous avons aussi besoin d'un moyen de lire les données, c'est-à-dire d'assurer une communication longue portée. Pour cela, les modules longue portée sont devenus de plus en plus populaires ces dernières années. Il peut être intéressant de noter que ST est également présent sur le marché, avec un module à très faible consommation d'énergie. Au cours du programme, nous avons souvent utilisé le terme IoT. Cela signifie Internet des objets. Ce sont des appareils qui peuvent se connecter à Internet via le Wi-Fi ou les réseaux mobiles. L'une des utilisations courantes de l'IoT est la domotique.
Je suis sûr que vous en avez déjà vu certains en action ou que vous en utilisez peu, être même quelques-uns chez vous. C'est certain. Minimiser la consommation d'énergie du logiciel, et donc des microcontrôleurs individuels, est également un facteur important dans ce type d'appareil. Ceci s'explique par le fait que la plupart des composants du système fonctionnent en continu, donc réduire la consommation moyenne d'énergie sur une longue période d'utilisation permet déjà de réaliser des économies significatives. Cela nous amène à la fin de ce chapitre. Nous espérons vous avoir montré beaucoup de choses utiles dans ces vidéos et que vous nous rejoindrez dans les prochains chapitres. Vous pouvez retrouver le programme d'exemple présenté dans les vidéos sur Crystal Clear Electronics 2U sous le 20 chapitre. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-nous un like. Et si vous êtes curieux de découvrir un nouveau chapitre à venir, ou si vous souhaitez en savoir plus sur la série, abonnez-vous ou suivez notre page Facebook où vous pourrez voir les dernières actualités. Merci de votre attention et n'oubliez pas de mettre vos téléphones en mode veille. Au revoir. Salut!